Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Dernier rendez-vous électoral du quinquennat de Patrice Talon, la présidentielle de 2021. Si depuis peu, chacun des acteurs traditionnels, mouvance et opposition, semble évoluer dans son couloir, ces jours-ci, la donne semble avoir changé. Le temps a carrément monté d'un cran. À la sortie de l'opposition, des personnalités politico-administratives proches du régime au pouvoir ont apporté du répondant, mais dans une approche à fait féminine. L'expression était, à la limite, menaçante. Présidentielle 2021, le Bénin suit une corde raide. L'instant débat du jour se fera avec deux professionnels des médias, un à double casquette. Félicien Fagnon, c'est son nom, homme politique, mais c'est avec la casquette d'éveilleur de conscience que l'homme a voulu aborder l'instant débat du jour. Donc journaliste, il est également analyste politique. Félicien Fagnon, bonjour à vous. Bonjour Joël et bonjour à tous les téléspectateurs de Sika TV. Et vous répondre à leur façon et merci pour la disponibilité. C'était un plaisir. En face de vous, Gilles Christ Tchidi, qui n'est non plus à présenter. Journaliste, il est également analyste politique. Gilles Christ Tchidi, bonjour. Bonjour Joël, bonjour à Félicien Fagnon, bonjour à tous nos téléspectateurs. Et vous répondre, passe d'âme en mouvance, opposition, ces jours-ci. Félicien Fagnon, je me retourne d'abord vers vous. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Non, du tout pas. C'est plutôt ce que nous recherchions depuis. Ce n'est pas une passe d'âme dangereuse. Et ça ne menace pas la paix. Ça ne constitue non plus une menace pour la démocratie béninoise. C'est plutôt la preuve de la vitalité de la démocratie béninoise. Parce que nous ne sommes pas dans une monarchie où c'est seulement un camp qui a la parole, où c'est seulement un camp qui peut parler, qui peut s'exprimer, et qui peut opiner, d'accord, sur la vie politique nationale. Nous sommes dans un pays démocratique et depuis toujours, le jeu démocratique se fait. Et on était seulement un peu surpris, étonné de ce que le camp opposant ne parlait pas trop, ne sortait pas trop, n'agissait pas trop. Et c'est ça plutôt qui était inquiétant. Et on se demandait, mais à quoi est-ce qu'on va s'attendre? Les élections qui s'approchent pour 2021, s'il n'y a pas de débat, s'il n'y a pas de discussion, mais qu'est-ce que les gens pensent? Qu'est-ce qu'ils comptent faire? On ne savait pas. Mais maintenant que l'opposition sort, vous voyez, la mouvance aussi également réplique quand il le faut. Et l'opposition fait de même. Et c'est ce jeu-là qui fait qu'on sent déjà la ferveur, que ça nous met dans la ferveur des élections qui viennent. On sent qu'il y a une bataille qui s'annonce. On sent vraiment l'adversité politique. Et c'est ça, en réalité, c'est ça le socle de notre démocratie, en fait. Donc on ne peut pas dire que la passe d'armes qu'on remarque depuis quelques jours, quelques semaines, entre les acteurs de l'opposition et de la mouvance constitue pour nous une menace, mais c'est plutôt une preuve de la vitalité de la démocratie béninoise. Merci bien. Oui, la même question pour vous, Félicien, Gilles Christ Tchidi. Non, vous savez, lorsque vous prenez toute nation, tout système démocratique, l'idéal c'est que toutes les forces politiques puissent vraiment monter au créneau, opiner sur la situation sociopolitique nationale. Et on peut dire, sans risque de se tromper, que pendant un peu moins de 2 ans, le pays a connu une certaine accalmie un peu trop ennuyeuse, où on a senti certaines formations politiques se réclamant de l'opposition, mais qui, dans les faits, ne prouvaient pas effectivement leur appartenance à l'opposition. Après ces dernières semaines, vous sentez un peu plus de rigidité dans les propos, notamment de la part de cette opposition-là, où certains acteurs politiques montent au créneau, dénoncent des faits, parfois avec une certaine gravité qui peut amener effectivement à s'inquiéter. Mais lorsque vous interrogez l'histoire sociopolitique nationale, disons même l'histoire politique nationale, je vous renvoie peut-être à la présidentielle de 2011, où on a presque frôlé le pire. Mais à l'arrivée, on s'est retrouvé avec un chaos et rien ne s'est produit. En 2015, avec les législatives, où il y a eu une grosse échauffourée verbale entre l'ancien président, disons, désormais ancien président, Boni Yaya à l'époque, et puis son adversaire de visu, candidat Zanaya à l'époque, où on a aussi assisté à une grande échauffourée verbale. Mais le pays a survécu à tout ça. Si on s'en tient à cette histoire politique, on peut dire qu'on survivra à ça.
Mais vous savez, il y a un début pour tout. On a organisé des élections législatives où pour une première fois le sang a coulé au Bénin. Ce n'est pas anodin. Et donc, je dis, oui, pour la démocratie, c'est une très bonne nouvelle. Mais pour la paix, ce n'est pas toujours une garantie. Donc, sur le plan de la démocratie, on peut se réjouir de ce qu'effectivement ça s'anime. Mais après, il faut qu'on puisse mettre le pied sur le frein à des moments donnés, de part et d'autre. De part et d'autre. Parce que parfois, on a le sentiment que les acteurs politiques commettent maladroitement certaines erreurs. Évidemment, une erreur maladroite. Lorsqu'on croit que le pays se résume à soi, les acteurs politiques, quelque bord que ce soit, ils résument la vie politique nationale à eux. Or, le Bénin ne se résume pas aux acteurs politiques. Il y a bien des citoyens lambda, des coiffeurs, des artisans, des menuisiers, qui vont à leur activité quotidienne sans se préoccuper de qui est acteur politique et qui fait ci ou qui fait ça. Donc, il faut qu'à des moments donné, les acteurs politiques puissent remettre la balle à terre, mettre de l'eau dans leur vin, afin qu'effectivement la paix, qui est le dénominateur commun, quel que soit ce qui pourrait arriver, qu'on puisse préserver cette paix-là. Quand vous parlez de maladresse, vous en avez vu ces temps-ci où on pourrait dire, chers messieurs, faites un peu attention? Mais oui, vous savez, il y a eu un grand procès qu'on a fait, nous les analystes politiques, journalistes, à l'ancien président Boni Yayi lorsqu'il était au pouvoir. C'est qu'il ne se retenait pas vraiment. Il n'était pas très élégant dans ses propos. Tout le monde le sait ça. Lorsqu'il montait au créneau, il disait tout dans tous les sens et n'importe comment. Et après, on disait, mais comment un homme d'État, comment un chef d'État peut parler en ces termes? À tel point qu'il a fait 10 ans au pouvoir sans jamais réussir à se hisser au rang d'un homme d'État très posé, élégant dans ses propos, etc. On a fait ce procès-là. En 2016, on a eu droit à une proposition alléchante d'un candidat, Patrice Talon, qui a dit « Moi, je vous propose la rupture, un nouveau départ. » Et, fort heureusement, pendant 4 ans et demi, on a vu effectivement un chef d'État, disons très réservé, dont les sorties étaient très mesurées, que ce soit dans la presse nationale ou internationale. Patrice Talon a beaucoup contrôlé ses propos, mais à l'occasion de sa tournée nationale, il s'est un peu emporté à mon avis. Il s'est lâché, il a dit beaucoup de choses que même, je suis très sûr, ses propres conseillers à la communication n'auraient pas pu dire en ces termes. On aurait pu lui dire, si c'était des sorties préparées par exemple, qu'on ne dit pas telle chose tant qu'on est dans la peau d'un chef d'État. Après, en face, et d'ailleurs, ça, c'est depuis les législatives, lorsque vous avez vu Boni Yayi, Nicéphore Soglo au marché d'Antopa, par exemple, poser des actes que des anciens chefs d'État ne devraient pas poser. Parce qu'il ne faut pas faire dans du sentiment. Boni Yayi et Nicéphore Soglo ne sont pas toujours restés dans la posture d'anciens chefs d'État comme cela se devait. D'accord. Mais en face, lorsque vous avez les leviers en main en tant que chef d'État ou en tant que régime en place, votre comportement ne peut pas équivaloir ou ne peut pas valoir ce que des gens qui ne sont pas au pouvoir feraient. Donc, parfois, ces derniers temps, on a l'impression d'assister à un jeu de ping-pong verbal, notamment, entre régime en place et opposition. Opposition constituée fondamentalement de gouvernants d'hier. Disons les choses telles qu'elles sont. Et donc, ce jeu de ping-pong, parfois, lorsque vous décelez de façon profonde ou déchiffrez certains discours, ça laisse à désirer. Et je prends un exemple parmi tant d'autres. Lorsque, déjà en 2019, Boni Yayi disait que ça ne peut pas se produire tant qu'on ne passe sur son corps. C'est un propos qu'on ne peut pas accepter. Mais dans le même temps, lorsque le chef de l'État en fonction dit on a tellement posé les premières pierres par le passé que les collines de Dassan sont presque terminées. Il a dit au cours de sa tournée, lorsqu'on dit ça, qu'est-ce qu'on espère comme réaction de la part des gouvernants? C'est que l'action appelle la réaction. C'est qu'on a indirectement cherché à les provoquer. Et la réaction ne s'est pas fait attendre en face. Donc il faut dire fondamentalement qu'on est en train de jouer là, avec du feu presque. Peut-être que, comme d'habitude, comme je l'ai dit dans mes propos liminaires, qu'on réussira aussi à traverser cette époque sans que rien ne se passe. Mais en tant qu'analyste, il est de notre ressort, effectivement, d'attirer l'attention. Attirer l'attention, oui. Des propos qui vous auraient dérangé par hasard aussi? Mais des propos qui m'auraient dérangé, je ne pense pas qu'il y en ait, parce que pour moi, comme je vous l'ai dit, c'est la simple expression de la vitalité de la démocratie. Parce que si nous sommes dans l'adversité politique et que par moment on ne se lance pas des pics,
hein, même des pics individuels, c'est comme si nous ne faisons pas un débat d'idées à proprement dit. Est-ce que vous voyez un peu vous vous rappelez de la gouvernance du président Kérékou, du général Kérékou, au moment où le président Nicéphore Soglo était, enfin, il était dans l'opposition, il n'était même pas encore maire de Cotonou, où il avait même voulu marcher, il a été gazé. Vous vous rappelez de ça, par exemple? Tout à fait. Il a été gazé lui-même et il avait dû fuir, lui et son épouse. Et donc, ça, par exemple, ça ne nous avait pas conduit dans le chaos. Ben, ça, on n'a pas eu ça. Donc, si ce n'est que des propos, alors que par le passé, on en était même arrivé à gazer un ancien chef d'État, c'est pourquoi moi je vous dis que moi, ça ne m'inquiète guère. Au contraire, que cela continue comme ça, jusqu'à ce que nous traversions la période électorale, et que, bon, celui qui va prendre le pouvoir très prochainement, prenne le pouvoir et s'asseye, et que, bon, la vie continue. Moi, cela, c'est mon souhait, en fait. Okay. Parce que si on n'assiste pas à ce genre de débat, si on n'assiste pas à ce genre de discussion, et qu'on laisse un seul camp agir, et qu'un autre reste dans le silence, je trouve cela plus dangereux. Parce que celui qui est silencieux, vous ne savez pas ce qu'il a dans son cœur. Ah oui. Vous ne savez pas ce à quoi il pense. Vous ne savez pas ce qu'il prépare. Et donc, il vaut mieux lui donner la parole. Il vaut mieux le laisser s'extérioriser. Parce que quand il va parler, quand il va s'extérioriser, quand il va se vider, sa colère va s'éteindre un peu. Et donc, s'il y a même des menaces qu'il constituait ou bien qu'il préparait contre la paix, contre la concorde, je pense que ces menaces-là vont s'estomper à petits coups. Et oui, il y en a qui ont commencé par se vider. On peut dire il s'agit des acteurs de l'opposition. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Et sur la table, désormais, une série de préoccupations à laquelle cette opposition tient. Le fichier électoral. Et ça n'a pas manqué de réaction. Comment avez-vous apprécié cette sortie et la réplique? Oui, je pense que l'opposition a bien fait, d'accord, de demander à voix claire ou de demander, d'accord, qu'on revoie le fichier électoral. Parce que si le fichier électoral n'est pas crédible, si le fichier électoral n'est pas contrôlé, peut-être que les élections ne seront pas transparentes. Et donc l'opposition a raison que de demander à ce que ce fichier soit totalement transparent et à la portée de tout le monde. Et donc je n'en veux pas à cette opposition. Donc il revient, d'accord, à ceux qui sont chargés de l'établissement, de l'apurement de ce fichier-là, de travailler à ce que la transparence que l'opposition demande y soit. Mais ce n'est pas la mouvance qui forcément est aux manettes au niveau donc, du fichier électoral. Non, il y a des acteurs qui sont chargés, qui sont commis pour ce travail-là. Mais cela pose un autre problème. Lequel? Cela pose un problème du crédit qu'il y a dans les processus électoraux dans la sous-région ouest africaine et même dans la région africaine tout entière, s'il faut même s'exprimer ainsi. Parce que vous voyez aux États-Unis, vous voyez dans les grands pays, en France et ainsi de suite, ce problème se pose rarement. Parce qu'ils ont toute la technologie qu'il faut pour que systématiquement l'actualisation soit faite et que ça ne pose aucun problème. Mais chez nous, c'est vrai, on a parlé même de fichiers électoraux informatisés, mais il ne faut pas manquer d'accord de reconnaître que l'actualisation se fait de façon manuelle. Et c'est pour ça que des gens s'inquiètent. Parce qu'actuellement, on a demandé à ceux qui ont eu 18 ans, donc l'âge de voter, de venir se faire enregistrer. Alors que cela ne devait pas être le cas si on avait la technologie requise. Et donc, c'est un problème global. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date depuis très longtemps, à chaque élection présidentielle. Sinon, à chaque élection, ce problème s'est toujours posé. Et ça va continuer toujours à se poser. Mais ici, est-ce qu'il n'y a pas eu une spécificité? Oui. Lorsqu'on écoute l'opposition, elle dit que l'actualisation, cette fois-ci, a été faite dans une certaine opacité, sans aucun membre de l'opposition. La doléance serait là pour qu'on aille finalement à un audit. Je pense que c'est de son droit. Vous vous rappelez qu'en 2015, au moment où on actualisait la LEPI pour pouvoir aller aux élections de 2016, la mouvance était là, présente au niveau du COS LEPI. Et pourtant, l'opposition accusait la mouvance d'être la seule à avoir, donc, à détenir, bien sûr, le code secret, d'accord, qui permet d'accéder à cette liste-là. Et on citait même le nom de quelqu'un, qui serait le frère de quelqu'un, et qui, lui seul, aurait la clé. Et le candidat Zanaï, à l'époque, je ne sais pas si c'est de 2015, mais le candidat Zanaï, à l'époque, disait que lui aussi, il connaît la clé et qu'il va tout faire pour dire qu'il y a la clé. Bon, il y a eu ce débat-là. Donc, c'est vous dire que ceux qui sont aujourd'hui à la mouvance, c'est ceux-là qui étaient hier à l'opposition. Ceux qui sont aujourd'hui à l'opposition, c'est ceux-là qui étaient hier à la mouvance et qui, entre-temps,
avaient eu aussi à garder une certaine clé par devers eux. Et donc, s'ils l'évoquent, c'est tellement qu'ils en savent quelque chose. C'est tellement qu'ils l'avaient fait. Et ils ne le disent pas à expérience. En tout cas, je voudrais donc les prendre au mot. Ils ne disent pas à expérience. Si par le passé, effectivement, ils l'avaient fait. Et qu'en 2011, effectivement, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui avaient été dans l'opposition. Et c'est eux qui avaient réclamé à ce que la CPS Lépi d'alors, dirigée par Epiphane Quenom, d'accord, soit quand même, se montre un peu plus transparente dans l'établissement du fichier électoral. Et vous vous rappelez qu'en 2011, toute l'opposition ne s'était pas inscrite dans le fichier électoral. L'opposition avait demandé à un boycott. Et donc, c'était rien que la mouvance qui avait mobilisé des gens pour s'inscrire dans ce fichier-là. L'opposition avait crié, mais c'était trop tard. On a eu le chaos dont vous connaissez l'histoire. Est-ce que ce n'est pas le même scénario que cette mouvance d'alors, aujourd'hui, opposition, est en train de craindre? Parce que, certainement, je vous l'ai dit, des gens avaient eu à faire des choses. C'est pour ça que j'estime aujourd'hui que c'est possible que la liste soit manipulée et que c'est possible que cela leur soit fatal, comme il l'avait fait en 2011 pour faire le chaos. Ok, le chaos. Alors, c'est le Bénin qui essaie de se jouer à se faire peur. Est-ce que la doléance est pertinente? Absolument. Elle est très pertinente. Vous savez ce qui a fait retarder les élections en Guinée de Alpha Condé en 2020? C'était la liste électorale. Et la communauté internationale a été obligée de dire nous, on ne va jamais cautionner cette élection si jamais la liste électorale n'était pas transparente. Ils ont dû arrêter le processus, toiletter la liste. Alpha Condé a dû rappeler les experts de la CEDEAO, de l'Union africaine et de l'ONU pour qu'ils viennent expertiser encore ou auditer la liste afin qu'on aille maintenant à la présidentielle. Vous savez, le préalable pour une élection, que ce soit présidentielle, communale, législative, transparente et apaisée, c'est d'abord la liste électorale. On peut faire tous les autres débats après, on peut dire tel candidat a été rejeté ou été compatible. Le début d'abord, c'est la liste électorale. Et l'opposition est dans son rôle. Si l'opposition ne le fait pas, c'est que l'opposition n'existe pas. Elle est amorphe ou inexistante. Et à ce moment-là, nous, on dira, mais on n'a aucune opposition dans le pays. Donc, c'est une doléance très pertinente. Vous savez, lorsque vous regardez la configuration du COS-LEPI actuel, le COS-LEPI, sur le plan politique, est composé des députés envoyés selon les prescriptions de la loi. La loi dit que l'Assemblée nationale envoie, je crois, 5 membres de la majorité et 4 de la minorité. Et le débat avait été fait pour dire, mais qui est-ce qu'on appelle majorité? Est-ce que majorité égale à mouvance et minorité opposition? Après, on s'est dit, mais non, la loi n'a jamais dit mouvance et opposition. Donc, minorité, c'est le bloc républicain, majorité, c'est l'Union progressiste. Et ils sont allés au COS-LEPI. Mais lorsque vous regardez ceux qui aujourd'hui animent l'opposition, ils n'ont aucun représentant émanant d'eux-mêmes au sein de ce COS-LEPI. Évidemment, après, aux manettes directement au COS-LEPI, il y a l'Agence nationale du traitement, composée de techniciens. Parce qu'il ne faut pas qu'on confonde les choses. Ceux qui commandent, ce sont les hommes politiques. Mais après, au contact de la liste, il y a des techniciens. Mais au sein de ces politiques-là, disais-je, il n'y a pas directement des représentants de cette opposition. C'est normal que cette opposition lève le ton et dénonce pour dire « nous voulons qu'on puisse auditer cette liste ». Après, la suite, c'est, disons, le résultat, c'est la suite à donner. Est-ce que le régime en place va dire « bon, comme garantie ou comme preuve de bonne foi, effectivement, je fais auditer la liste, moi je n'en sais rien ». Mais après, nous verrons la réaction d'en face. Parce qu'après aussi, il y a quelques réactions déjà, verbalement en tout cas, d'en face, où les gens disent, mais non, on ne peut pas nous demander d'auditer la liste. C'est de bonne guerre. Alors, quand on prend ces réactions déjà qui fusent de ça et là, est-ce qu'elles sont elles aussi fondées ou pas? D'abord, sur le plan de la communication, reconnaissons, parce que après, moi, j'analyse le profil de ceux qui réagissent. Oui. Si Patrice Talon réagit à l'heure actuelle à une réaction de l'opposition qui demande qu'on nous dite la liste, la portée de sa réaction n'est pas du tout la même portée que si un soutien à Patrice Talon réagit. Donc, c'est des choses... On prend entre soutien, un soutien qui n'est pas des moindres. Oui. Un nom, par exemple, Ordena Ladati. Très bien. Ordena Ladati, j'ai lu un article ces dernières heures dans le cadre de la préparation de cette émission où j'apprenais qu'il a réagi sur une radio
et qu'il disait qu'il n'est pas question qu'on puisse auditer la liste, etc., etc. C'est lui sa réaction. Parce que Aden Aladdin est le président de la commission des lois à l'Assemblée nationale. Directement, je dis directement, il n'est pas le président du COSLEPI. Si c'est l'honorable Gilbert Bangana qui prend la parole et qui dit qu'il n'est pas question qu'on le fasse, moi je dirais que le COSLEPI, dans sa configuration actuelle, est dans une logique de ne pas assurer la transparence. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Tout à fait. Mais Aden Aladdin parle en tant qu'homme politique et fait donc une guerre politique avec les membres de l'opposition. Parce que là, si vous lisez très bien au fond de ce discours, on ne s'intéresse pas directement à la pertinence de la demande, mais on fait une guerre politique. Parce que vous êtes nos opposants, on vous combat politiquement. Après, lorsqu'on regarde dans le fond, sur le plan technique, qu'est-ce qu'on demande? On demande qu'on puisse rendre transparente la liste. C'est une demande légitime. Comment voulez-vous? Et moi, j'ai entendu dans la déclaration du collectif, ils ont créé un truc, enfin, un creuset qu'ils ont qualifié de collectif de l'opposition. Et j'ai entendu dans la déclaration lui par Éric Oumrete, ils ont donné un exemple précis. Ils ont dit qu'après le RAVIP, le gouvernement a décidé de délivrer l'acte de naissance à 2 millions de Béninois et demi. 2 millions de Béninois et demi. Et que pour eux, ces Béninois-là qui ont délivré des actes de naissance, pour eux, sont fictifs. C'est-à-dire que ce sont des manœuvres pour manipuler l'état civil béninois et par ricochet manipuler la liste électorale. Dans ce contexte, étant donné que le RAVIP a été piloté de main de maître par le régime en place, de bout en bout, avec à l'arrivée l'ANIP qui est très active aujourd'hui en tant qu'agence dans le cadre de délivrance des actes administratifs aux Béninois, il faudrait, me semble-t-il, que le système en place, à partir des membres du COSLEPI, après le gouvernement lui-même, puisse effectivement donner la garantie. On peut même appeler ces membres de l'opposition venir regarder le processus de bout en bout, ne serait-ce que pour les rassurer. Parce que, encore une fois, la liste électorale, c'est quelque chose de très sensible dans le processus électoral. Très sensible, oui, Félicien Fayon. À ces réactions qu'on a, faut-il y accorder du prix ou regarder plus loin? Non, mais je l'ai dit tantôt, il faut y accorder un grand intérêt. Il ne faut pas balayer du revers de la main toute déclaration, mais les déclarations que l'opposition fait. L'opposition pose aussi des problèmes pertinents qu'il faut prendre au sérieux. Et J.K. l'a dit, Aden Aladdin a parlé en tant qu'homme politique, en tant que politicien. Mais les vrais acteurs n'ont pas encore réagi. Le COSLEPI n'a pas encore réagi. Et c'est sûr que si l'opposition faisait aujourd'hui une délégation pour aller au niveau du COSLEPI et demander à voir clair dans la procédure, dans le processus en cours, dans le processus d'actualisation en cours de la liste électorale, je pense que le COSLEPI, c'est sûr, va donner accès libre à la délégation de l'opposition, va donner satisfaction à cette délégation de l'opposition. Parce que je me rappelle que au moment où Sakalafi a été président du COSLEPI, l'opposition d'alors avait mené la même démarche et ça avait été accepté avec satisfaction et les gens ils ont vu clair un peu dans la liste électorale parce que c'est un élément clé qui permet de crédibiliser les élections. Et lorsqu'on fausse le départ, lorsqu'on rate le départ là, c'est qu'on part mal. Vous vous rappelez qu'en Côte d'Ivoire, récemment, il y a quelques mois, si Laurent Gbagbo, si Guillaume Soro et tous les autres avaient été donc inscrits sur la liste électorale, il n'y aurait pas eu ce problème-là parce qu'ils auraient pu être candidats à l'élection présidentielle. Mais c'est parce que leur nom avait été donc enlevé d'accord, de la liste électorale qu'ils avaient attaqué le fichier et il y a eu tous les problèmes que vous connaissez. C'est vrai que plus tard, l'élection a eu lieu et le président Ouattara est encore au pouvoir. Mais il y a eu des morts, ce qu'on ne souhaiterait pas au Bénin. Qui est-ce qui souhaiterait que lors de l'organisation des élections, que le sang coule? Parce qu'il s'est dit tout à l'heure, il a rappelé qu'en 2019, le sang a coulé et que ce n'est pas normal. C'est vrai, ce n'est pas normal. Mais le sang a toujours coulé depuis 1990. Il faut que ça prenne fin maintenant. Parce que je me rappelle que dans ce même pays, les syndicalistes avaient marché, je crois que c'était sous le régime précédent, et on les a gazés, je ne sais pas si on a tiré sur eux, mais le sang avait coulé, c'était avait qualifié leur sang de sang de mouton, alors qu'en réalité c'était le sang des êtres humains. Et même avant eux, il y a eu encore d'autres événements où des sangs ont coulé, parce que quand on a tiré sur Mme Bernadette Soudi à Gossou, le sang a coulé.
quand Daniel a disparu, le sang a dû couler. Et donc, il y a eu tout ça là qui sont. Donc, il faut que ça cesse dans notre pays. Il faut que le sang cesse de couler en ces périodes-là où nous considérons comme des périodes de fête, des périodes de réjouissance, parce que la fête, pour l'élection pour nous, c'est une fête. Il faut qu'on se tire dessus, oui, tout ce qu'on doit faire, mais le jour de l'élection, que cela se passe dans la joie. Maintenant, l'opposition a l'obligation de veiller au grain. Moi, je le dis toujours, si les gens ne parlent pas, parce qu'il y en a aujourd'hui qui crient, qui dit que oui, on a revu la loi sur le système la réforme du système partisan, la loi sur alors qu'ils étaient à l'Assemblée nationale, ils n'avaient rien dit, ils n'avaient pas réagi. Donc si des gens continuent de se taire et que des choses passent, et que c'est après qu'ils se mettent à réagir, ce serait déjà trop tard. Donc l'opposition a intérêt à veiller au grain. L'opposition a intérêt à tirer sur la sonnette d'alarme, à attirer l'attention, d'accord, du peuple béninois et de ceux qui sont au pouvoir sur ce qui ne va pas dans l'organisation en cours des élections. Je dis en cours parce que le processus est déjà lancé. La Sénat a rendu tout à l'heure même public le calendrier électoral qui est déjà disponible déjà. Donc ça veut dire que le processus a déjà démarré. Donc il revient à l'opposition de veiller au gré pour que tout se passe dans la transparence, pour que au soir donc, du 11 avril ou bien du 9 mai, s'il y avait un second tour, d'accord, qu'on puisse savoir que celui que le peuple béninois a élu l'a été de façon transparente. Alors, en dehors de la question de l'audit, il y a eu d'autres alertes qui ont été lancées. Dans le timing actuel, quel est le regard que vous y accordez à ces alertes? Non, je pense que, je l'ai dit dans mon précédent propos, qu'il y a des choses qu'il faut dire, attends, il ne faut pas attendre que des lois soient votées. Il ne faut pas attendre que des dispositions soient déjà validées et commencer par crier alors qu'il se fait déjà tard. Et je dis, pour les autres dispositions. par exemple, oui. Les gens disent qu'il faut éliminer le parrainage. Ce n'est plus possible à l'heure là si nous devons tenir compte d'accord de nos dispositions actuelles. C'est vrai qu'on dit que lorsqu'il y a consensus, qu'on peut tout faire. Oui, mais ce n'est pas parce que l'opposition est d'accord qu'il y a consensus. L'opposition peut être d'accord, si la mouvance n'est pas d'accord, il n'y a pas consensus. Alors, donc, par conséquent, on ne peut plus modifier les tests et aller au parrainage. La mouvance n'a pas encore dit qu'elle est d'accord ou pas par rapport à la question du consensus. Et vous, dans votre posture, pensez-vous qu'il faut avoir une oreille attentive pour cette doléance de l'opposition? Ma position personnelle sur le système du parrainage est tout autre. Sur la question du consensus, pour aller vers une révision possible, qu'est-ce que vous en dites? Mais si les deux camps s'accordent, d'accord, à sauter ce verrou, ben qu'ils y aillent. Qui saute le verrou. Alors, si vous devez conseiller la mouvance, vous lui direz quoi? Moi, si on me demande d'apprécier le système du parrainage, moi, je pense que d'abord, ça n'a pas commencé par le Bénin. Ce n'est pas seulement au Bénin, même en Côte d'Ivoire, puisque je pense que c'est à côté de nous, là. En Côte d'Ivoire, il y a eu le parrainage. Et donc, on peut, à mon avis, maintenir ce parrainage-là qui nous évite, d'accord, la pléthore de candidatures, des candidatures fantaisistes, parce qu'il faut des candidatures crédibles. Et avec le système de parrainage, on peut déterminer le nombre de candidatures qu'il peut y avoir, ce qui est normal. Une candidature est toujours une candidature sélective. On ne peut pas permettre à tout le monde, d'accord, d'aller aux élections, ce n'est pas possible. Et donc, moi, de ma position, je pense que si l'opposition pouvait s'arranger, d'accord, l'opposition pouvait s'arranger et comprendre que la loi est déjà votée et que nous sommes en train d'aller vers l'avant, il aurait été souhaitable, en tout cas de mon point de vue, que le système de parrainage soit maintenu. Puisque le chef de l'État a déjà rassuré lors de sa tournée que si des gens sont aussi des parrains, ils l'auront. Et qu'il a même demandé aux maires et aux députés qui le soutiennent, qui eux-mêmes n'ont qu'à analyser, qu'ils sont libres de voir si des gens sont aussi de leur parrainage, qu'ils n'ont qu'à voir et apprécier et de faire. Parce que quoi? La mouvance seule ne peut pas avoir tous les 83 députés et avoir les 77, mais comme parrain, ce n'est pas possible. Et donc, il faut permettre aussi à d'autres personnes d'en avoir. Parce que si on empêche les gens d'avoir des parrains, c'est comme si on a peur de la compétition. Et c'est pour ça que la mouvance a intérêt d'ailleurs à pousser, d'accord, ceux qui détiennent le parrainage à leur niveau, ceux qui ont le veto à leur niveau, à ce que l'opposition ait le parrainage pour que la compétition ait lieu. Moi, je veux bien voir un Joël Aïvo candidat vraiment. Sans vous mentir, je veux bien voir un Joël Aïvo candidat. Je veux bien voir un Oudeté être candidat aux élections présidentielles. Avant la réaction de votre vis-à-vis, avant de revenir sur les craintes de cette opposition par rapport à l'appel du chef de l'État quant à ce que ces soutiens peuvent donner le parrain à qui ils veulent. Oui, Gilles Christ, tu dis, la question du parrainage, ça revient encore et l'opposition toujours vent debout. Oui, la question du parrainage est une question fondamentale.
parce que c'est pour la première fois que nous allons l'expérimenter, si tant est que ça va rester vraiment comme ça jusqu'à l'élection. Je voudrais, contrairement à ce que mon confrère vient de dire, exposer quelques inquiétudes par rapport à ce principe. Vous savez que soit au Sénégal, Côte d'Ivoire, France, n'importe où, le parrainage est une disposition d'exclusion. Quelle que soit la disposition, enfin l'explication, parce qu'il a expliqué tout à l'heure, et on a entendu massivement beaucoup d'analystes, et même certains soutiens, même le ministre de la Communication l'a expliqué, que le parrainage vise à constituer un filtre. Je prends même le ministre de la Communication, et non un verrou. En 2016, le Bénin a réussi 33 candidatures validées. Tout à fait. Sur 48 dépôts de dossiers. On a eu 33 candidatures, mais je nous invite à aller reprendre les résultats de cette élection-là. Le premier tour, notamment, les 4 ou 5 premiers candidats ont presque tout raflé. Le reste, c'est 0, et quelques. Mais ça n'a dérangé personne. Parce que le peuple lui-même a la capacité de sélectionner ou d'aviser, comme on le dit. Le peuple, c'est le peuple, en dernier ressort, qui doit dire qui est le candidat fantaisiste ou pas. Moi, j'estime, de ma position, qu'il n'appartient pas aux acteurs politiques, depuis leur rang, de trouver que telle est une candidature fantaisiste et telle autre est une candidature sérieuse. On devrait laisser la capacité au peuple, même s'il y a 100 candidats, et dont les dossiers sont à jour vis-à-vis de la loi, et que la Sénat dit, OK, nous avons 100 candidatures retenues. Le peuple que nous voyons là est capable de désigner dans les 100 candidatures peut-être les 3 meilleures, et vous verrez les scores seront concentrés sur les 3 meilleurs. Regardez, depuis 1990 qu'on organise les élections, on a toujours eu des candidatures plurielles et ça n'a jamais dérangé personne. Et donc, de ce point de vue, moi, de ma position, je trouve que le parrainage ne peut pas être une disposition qui limiterait des candidatures fantaisistes. Parce que après, il faut aller voir la qualité des élus même qui vont parrainer. Sautons même cette période ou ce contexte-là, avec cette Assemblée nationale ou avec cette configuration de maire. Si plus tard, dans 10 ans, on a maintenant une classe politique beaucoup plus changée, avec de nouvelles donnes, vous allez encore voir des élus qui vont parrainer de façon fantaisiste des candidatures qui ne vaudront pas la peine. Qui se vous appelez parrainer de façon fantaisiste? Très bien. D'abord, je voudrais me rappeler que récemment, à l'Assemblée nationale, il y a un député très expérimenté qui a lâché une boude qui disait combien va rapporter un député le parrainage. Vous savez qu'un député a dit ça au cours de cette 8e législature. C'est pour dire que les mêmes travers qu'on veut combattre là sont encore là parmi eux. Parce que c'est eux qui ont fait la réforme, c'est eux qui veulent la mettre en œuvre, mais ils ont encore les vieilles habitudes que par le passé. Donc, plus tard là, si par exemple un élu, maire ou député, réussit à s'acoquiner avec un potentiel candidat, dont on est même sûr, nous, peuple, peut-être, que lui n'a pas vraiment une grande vision pour le peuple ou pour le pays, parce que tout ce qu'il dit, ce n'est pas cohérent, ce n'est pas convaincant. Mais qu'on le parraine quand même, est-ce qu'on a réussi à éliminer une candidature fantaisiste? La question, ça restera encore en suspens. Mais, encore une fois, nous verrons à l'aune du temps ce que ça donnera. Donc, c'est pour dire que, sur le principe du parrainage, je pense personnellement qu'on aurait pu ne pas le mettre dans ce contexte. Parce que, encore une fois, le parrainage a été inscrit dans la Constitution par la 8e législature. Et nous savons, le président de la République lui-même a été honnête en 2019, en mai 2019, à l'occasion d'une sortie médiatique, en disant qu'il n'était pas vraiment très fier de la configuration actuelle et que peut-être que plus tard la réforme va vraiment porter ses fruits. Quand dans ce contexte vous savez que à l'Assemblée nationale il n'y a pas les autres pour porter leur voix, je pense que mettre le parrainage dans ce contexte était une manœuvre politique, à mon avis. Mais lorsque l'opposition, puisque le gouvernement a donné les garanties pour dire si vous voulez, vous pouvez avoir du parrainage. Vous avez vu comment les démocrates ont éprouvé le système en place. C'était une mise à l'épreuve lorsqu'ils sont allés au ministère de l'Intérieur pour se faire conformer. Si jamais le ministère les bloquait jusqu'à la fin, mais le peuple lui-même verrait que Patrice Talon ne veut pas que les démocrates naissent. Plus tard, si les démocrates demandent le parrainage avec un candidat et qu'on constate que parmi les parrains, les gens ont refusé de parrainer avec preuve à l'appui, puisqu'il y a aussi une disposition là, la Sénat dit que ça va se faire sous anonymat ou sous confidentialité en tout cas. Si les démocrates
arrivent à démontrer qu'ils ont demandé le parrainage dans le contexte où le gouvernement a donné la garantie et qu'ils ne l'ont pas eu, on reviendra maintenant à analyser. Donc, je pense que le parrainage... C'est pas une obligation, hein. C'est ça. Non, oui. Il faut quand même que les populations sachent que c'est pas une obligation. Il faut pas dire que si les démocrates demandent et qu'ils n'en obtiennent pas, c'est comme si c'est un péché, c'est un problème. Non, c'est pas une obligation. Non, mais après, ils pourront démontrer qu'on nous a combattu politiquement. Pas, c'est des rapports de force. C'est un combat, en fait. C'est un combat. Voilà. Donc, c'est clair que c'est un combat. Voilà. Donc, si les parrains eux-mêmes ne sont pas d'accord, s'ils ne sont pas prêts à soutenir la candidature de quelqu'un, on ne peut pas les y obliger. Voilà. C'est là que les formations de l'opposition disent mais que ça ressemble juste à un piège. L'homme participe à la compétition. Il a presque tous les joueurs avec lui. Ils disent mais je vous en prête quelques-uns qui seront vos coéquipiers, viendront jouer contre nous. Ils trouvent que c'est malsain et que si on a la possibilité de le faire, pourquoi ne pas, pour une compétition comme celle-là, dire ok, on le met de côté carrément, ce qui est considéré comme filtre, et quitte au peuple maintenant d'arbitrer. Est-ce que ça ne fait pas effectivement aussi plus sage, monsieur? Oui, mais quand vous le dites, c'est comme si vous n'allez pas au fond des faits, vous n'allez pas au fond de l'analyse, parce que c'est comme si ça a commencé hier, c'est comme si la querelle date d'aujourd'hui. Non, elle est lointaine. C'est une querelle qui est lointaine. Et c'est force de l'opposition rappelle. L'opposition a trébuché depuis le départ. Ce n'est pas maintenant. C'est l'opposition même qui a trébuché, d'accord? Et aujourd'hui, n'a pas de député à l'Assemblée nationale. Alors, est-ce que la doléance de l'opposition est recevable? Monsieur Félicien, oui, ça on sait. Mais est-ce que sa doléance actuelle est recevable ou pas, avec cette crainte? Ce n'est pas un droit. Heureusement que vous l'appelez doléance, mais ce n'est pas un droit. Ça, c'est clair, c'est pas... Oui, à la question, est-ce qu'elle est recevable? Mais il revient aux parrains de le dire. Mais le chef d'État a déjà dit publiquement, moi j'ai entendu... Non. L'opposition, elle ne réfléchit plus en termes de parrains. Elle dit, puisque... l'homme qui nous parle d'aller vers les parrains qui sont déjà acquis à sa cause, il est compétiteur aussi. Puisqu'il est compétiteur, notre rêve, c'est qu'on puisse discuter et qu'ensemble, d'accord parti, on se dit, on met de côté le parrainage et on va à la compétition, quitte aux électeurs de choisir. Vous savez qu'en 2015, je crois, il y a eu cette guéguerre entre le président Boni Yahi et l'opposition d'alors, l'Union fait la nation et tous ceux qui étaient donc dans l'opposition. Il y a eu cette guéguerre où l'opposition avait demandé à ce que le code électoral soit modifié, alors qu'on était déjà qu'on n'était plus dans les délais raisonnables pour modifier le code électoral. Malheureusement, on n'avait pas pu le faire parce qu'on a dit il faut d'abord qu'il y ait consensus. Mais la mouvement n'était pas d'accord. Et donc, je vous dis, à l'étape actuelle, c'est-à-dire que ce n'est plus le débat. Ce n'est plus le moment de faire le débat sur le parrainage. Ce n'est pas le moment. Ce qui aurait été plus sage, d'après vous? Parce que quoi? C'est depuis 2019 que cette disposition-là existait. Ce qui aurait été plus sage, alors? C'est de se battre pour avoir les parrains et d'aller aux élections. Ils sont à l'écoute. Alors, pour avoir les parrains et d'aller aux élections, puisque le chef d'État a rassuré qu'avoir les parrains ne poserait pas problème. Donc, je pense qu'il ne serait plus normal de demander encore qu'on saute ce filtre-là. Alors, autre doléance, la mise en application de certaines décisions fortes de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Vous les avez suivies. Oui. Qu'est-ce que cela vous inspire? Bon, je pense que, objectivement, lorsque vous prenez la somme des décisions rendues par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, il y a beaucoup de décisions qui vont contre le régime en place, on va le dire comme ça. Lorsque la Cour demande, par exemple, qu'on puisse abroger la loi portant révision de la Constitution de 1990, par exemple, vous savez que cette Constitution a été révisée selon quand même les principes légaux, c'est-à-dire, Assemblée nationale. Est-ce que c'est l'Assemblée nationale qui a révisé? Parce que, souvenez-vous de 2019, lorsqu'on a fait les législatives et que les membres de l'opposition ont même crié pour dire comment se fait-il qu'on organise des élections, et qu'à l'arrivée, on constate que sur 83 députés, nous avons 83 députés qui soutiennent les actions d'un chef d'État, que c'est franchement inédit. Lorsque la CEDEAO est venue au Bénin, dans une même posture, presque avec cette rage, pour dire mais non, quelle est cette élection? Lorsqu'ils ont écouté toutes les démonstrations, on a dit voici ce que nos tests disent, voici ce que nous avons fait, ils sont retournés pour dire que c'était une élection légale, enfin légitime et tout ça. Pour ce qui arrive, lorsque la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a dit il faut qu'on abroge cette loi portant révision de la Constitution, par exemple, ou même, je crois, la Cour a demandé qu'on saute le parrainage, non, je ne me rappelle plus exactement, quelque chose comme ça. Si après on commence à interroger de façon juridique les lois,
on dira que, c'est l'Assemblée nationale qui a révisé la Constitution. Or, la Constitution elle-même a prévu que l'Assemblée la révise dans certaines conditions. Par exemple, lorsqu'on obtient la majorité des 4/5e, c'est que l'Assemblée valide. Si l'Assemblée ne valide pas avec les 4/5e, on passe au référendum. Ce qu'on a semblé faire en 2018, me semble-t-il, avec la proposition introduite par un collège de députés. Mais le président dit non, je ne vais pas au référendum. Ça, c'est le deuxième point. Après, est-ce que la Cour constitutionnelle a vérifié la constitutionnalité de cette loi? On dira oui, que la Cour l'a fait, parce que c'est de son rôle. Après, est-ce que le président de la République a promulgué? On dira encore oui. Mais politiquement parlant, on peut trouver à dire, parce qu'il faut faire la part des choses. Sur le plan juridique, je crois que le régime et même tous les soutiens, même tous les juristes peuvent vraiment faire des démonstrations et gagner. Mais après, sur le plan politique, il y a des compromis ou des compromissions qu'ils peuvent faire entre eux. Parce que moi, lorsque je me mets à l'écart, je me dis, les hommes politiques croient toujours et encore que le pays se résume à eux seuls. Et parfois, on semble oublier les populations à la base et on met les politiques au fronton des préoccupations. Rappelez-vous les communales de 2020. Lorsque, en voulant aller aux élections, on déclare gratuite la délivrance de toutes les pièces administratives entrant dans le cadre de la constitution des dossiers. Et que pour le concours organisé au profit des auditeurs de justice, c'est un exemple, les gens ont dû légaliser dûment leurs papiers, payer des frais de quittance. Alors que ceux-là qui passent les concours, ce sont des chômeurs a priori, des gens, de petits gens qui n'ont pas d'argent. Alors que les hommes politiques, ce sont des gens qui ont d'abord leur profession avant d'aller en politique. Et qu'on les favorise, c'est que les hommes politiques continue d'installer cette inégalité-là. Et donc, sur le plan des décisions rendues par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, je crois que c'est de bonne guerre. Moi, je ne voudrais vraiment pas me mettre dans cette guéguerre parce qu'il y a, lorsque vous fouillez bien en dessous, il y a une grande guéguerre entre Patrice Talon et Boni Yayi. Ne nous voilons pas la face. Même au sein des déclarations, là, il y a une grosse guéguerre. Il y a même cette question de réconciliation annoncée à Tchaourou, à Banté, etc. Vous voyez cette guéguerre perdurer? Ça perdure. Et donc faire l'ombre aux réalités du pays. Oui, c'est tout à fait. Aujourd'hui, plus qu'hier, cette guéguerre est encore présente. Boni Yayi va dire par un coup que Patrice Talon n'a pas dit au peuple ce qui l'oppose à lui. Ça veut dire quoi? Au moment où c'était la lune de miel, nous n'étions pas là. On ne sait pas quels ont été leurs compromis, quels ont été leurs accords, etc., etc. Ils ont fumé le calumet de la paix, c'était la lune de miel, comme dans un couple. Après, il y a le divorce, c'est comme un mari et sa femme. Lorsqu'ils se disputent et que vous, étrangers, vous ne savez pas comment ils ont dragué pour en arriver là. Vous commencez à parler n'importe comment. S'ils se réconcilient après, c'est que vous devenez un ennemi à tout le couple. Donc moi, je ne voudrais vraiment pas me mettre dans leur guéguerre à eux. Si franchement Patrice Talon est au pouvoir et est président de la République, mon souhait c'est que leur guéguerre, en tant qu'individu, Boni Yayi et Patrice Talon, n'entravent pas le processus de développement du Bénin en tant que pays. S'ils ont des différends entre eux, qu'ils aillent régler, loin du peuple. Après, si on veut construire un hôpital de référence, ce qui intéresse les populations, c'est est-ce que nous mangeons aujourd'hui plus qu'hier? Est-ce que nous nous soignons aujourd'hui plus qu'hier? Est-ce qu'on a plus de routes aujourd'hui plus qu'hier? Est-ce qu'on est plus libre aujourd'hui plus qu'hier? Leur guéguerre ne m'intéresse pas. Merci beaucoup. Oui, 2021, comment vous l'entrevoyez avec cette guéguerre permanente? Et vous concluez. Je voudrais dire que je vais me prononcer sur cette affaire de décision de la CHDP pour dire que... Vous concluez alors sur ça? Oui, c'est vrai que vous m'avez privé de parole pendant longtemps. La CHDP intervient dans des pays où il y a menace sur la paix, dans des pays où il y a problème. Mais au Bénin, nos lois n'ont pas de problème. Au Bénin, nos dispositions n'ont pas de problème. Il y a des questions d'adversité politique, d'accord, qui n'ont pas forcément besoin de l'intervention de la CHDP. Mais la CHDP vient aujourd'hui nous demander de reculer, d'aller jusqu'en 2019, alors que nous, on a déjà oublié 2019, on est en train d'oublier même 2020 pour aller en 2021. La CHDP nous demande de remettre en cause des lois votées depuis 2019. Et c'est là où moi je dis, le Bénin n'a pas besoin de cette décision-là. Et je pense que le Bénin a déjà oublié cette décision. Et je voudrais aussi conclure pour dire que 2021, ça s'annonce très bien pour le peuple béninois. Les débats qui ont commencé depuis une ou deux semaines montrent déjà que oui, nous entrons dans la faveur des élections et que les élections vont se dérouler de façon démocratique. Merci de tenir des propos rassurants, chers téléspectateurs. Nous, on va s'en arrêter là en disant nos gratitudes à nos invités Gilles-Christ Tuchidi et Félicien Fagnon. Demain, c'est un autre jour, on l'espère heureux pour tous. En fausse compagnie, sur cette citation d'Auguste Comte. Savoir pour prévoir afin de pouvoir. Prenez soin de vous. À très bientôt.